sur notre question de la régulation. Est-ce que cette multiplication, dérégulation, renforce ou au contraire fragilise notre écosystème européen? On en parle avec ID Invest, Solocal et la CNIL. Je vais demander donc à nos trois speakers de monter sur scène. Chloé Girard, directrice d'investissement chez ID Invest, Olivier Forêt pour Solocal et Armand Hello donc de la CNIL qui me fait plaisir d'être avec nous cet après-midi lors de ce Mobile Marketing Forum Paris. Enchanté, merci d'être là. Bonjour Chloé, Sébastien Coinon, BFM Business, enchanté. Bonjour. Bah oui, c'est pour vous le micro bien sûr, oui. Chloé Girard, donc directrice investissement d'ID Invest, est avec nous en tant qu'investisseur. Donc, vous nous raconterez comment vous avez vécu le RGPD, son application, etc. Si ça a un impact dans vos décisions d'investissement aujourd'hui. Olivier Forêt, bonjour, merci d'être là. Vous êtes Data Protection Officer chez Solocal. Bienvenue. Bienvenue donc à Armand Hello, notre troisième et dernier speaker cet après-midi, chef du service expertise technologique de la CNIL. On peut peut-être démarrer avec vous, Armand. Le RGPD, e-privacy qui existe déjà et puis qui aura sa nouvelle mouture prochainement. C'est la question cet après-midi, est-ce que ça renforce selon vous ou est-ce que ça fragilise cet écosystème numérique en Europe? L'objectif n'est clairement pas de fragiliser l'écosystème. C'est clairement pas l'objectif de la réglementation. L'objectif de la réglementation, c'est au contraire de favoriser des solutions qui sont respectueuses de la vie privée. C'est de concilier l'innovation technologique avec la protection des données à caractère personnel. Et d'ailleurs, j'aime bien souvent rappeler ça, ça se voit même dans le titre de la loi. Si on remonte même à la directive de 1995 et au RGPD, c'est une réglementation qui est relative à la protection des données, mais également à la libre circulation des données en Europe. C'est-à-dire que la réglementation, elle vise à faire deux choses. Garantir un niveau de protection qui soit homogène pour l'ensemble des citoyens européens, et ce, quelle que soit l'entité qui traite leurs données, même si elle est localisée en dehors de l'Europe. Et également le fait de faciliter les échanges de données à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc pour faire ça, il faut qu'on ait un niveau de protection qui soit homogène en Europe pour que derrière, justement, les données puissent circuler entre l'ensemble des acteurs et qu'elles puissent être utilisées. Donc l'obligation de la réglementation sur la protection des données, ce n'est pas du tout de bloquer l'investissement, d'empêcher l'innovation. Au contraire, c'est de permettre cette innovation, c'est de canaliser cette innovation et de garantir qu'elle se fasse dans le respect des droits des personnes concernées, puisque c'est là un peu l'originalité du travail de régulation de la CNIL, c'est que derrière, il y a des personnes physiques. La CNIL est là pour garantir que les citoyens, moi, vous, on a tous un certain nombre de droits et que ces droits soient respectés. Et donc, l'objectif n'est pas du tout de niveler les choses par le bas et de freiner l'innovation en Europe, mais au contraire de susciter cette innovation, mais dans des moyens qui sont conformes à la réglementation. Mais de fait, quand même, certains dans la salle notamment, et dans l'écosystème au sens large, on a l'impression que malgré tout, oui, vous avez, directement ou indirectement, freiné cette industrie. Est-ce que là, en 18 mois après l'application du RGPD, on pourrait faire un bilan là? Est-ce que on a bien intégré les enjeux, quand on parle cookies, traceurs, etc., de ce qu'il fallait faire et de ce qu'il fallait arrêter de faire? Alors, bon, vous les avez mentionnés tout à l'heure, hein, les mises en demeure qui ont été émises il y a à peu près 18 mois donc, dans le secteur de la géolocalisation sur mobile. Il y a eu d'autres actualités quand même suite à ça en matière répressive. Il y a eu une sanction qui a été prise contre Google donc, en janvier dernier. Donc au final, je pense que alors, la CNIL a une tâche difficile qui est justement de, en tant que régulateur, savoir qui et comment sanctionner ou mettre en demeure. Et effectivement, il y a des équilibres à trouver et ce n'est pas quelque chose d'évident. On est en plus sur un texte, le RGPD, qui est relativement récent. On est encore en train de s'approprier au niveau français, au niveau européen pour être capable de l'appliquer de façon uniforme. Donc, ce n'est pas un exercice difficile. Par contre, effectivement, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été faites pour on va dire, faire passer un certain nombre de messages tant du côté des professionnels aussi que des personnes concernées. Si vous regardez les justifications de la publicité des mises en demeure sur la collecte de géolocalisation mobile, elles étaient justifiées par l'intensité de la collecte, la quantité d'informations collectées et on va dire le caractère potentiellement intrusif et donc la nécessité d'informer les personnes et que les personnes sachent ce qui se passe. Donc si c'était à faire, vous le referiez?
Ah bah, alors pour le coup, c'est pas moi évidemment. Non, mais la CNIL que vous représentez. Mais pas pour le vous-même. coup, oui, je pense qu'effectivement, c'est des décisions qui sont assumées, maintenant qui font partie, entre guillemets, de la jurisprudence de la CNIL, et la CNIL continue d'avancer. Dans ce domaine-là, on vient de clôturer donc là une phase de plusieurs mois de concertation avec l'ensemble de l'écosystème publicitaire, pour justement faire passer un texte d'ici la fin de l'année, donc qui sera très vraisemblablement soumis à consultation publique à partir de janvier. Donc un texte qui viendra recommander un certain nombre de moyens pour permettre aux entreprises... 19 décembre, disait tout à l'heure Nicolas, le président de l'AMEMA, c'est ce que vous confirmez, ouais. Oui, très certainement. Ouais, j'étais pas c'était la date qui était citée tout à l'heure, on attend le 19 décembre. Donc voilà, il devrait y avoir une recommandation de la CNIL qui viendra préciser, qui viendra orienter les professionnels pour leur dire comment recueillir un consentement et pour pouvoir utiliser des données lorsqu'elles sont collectées depuis le terminal de l'utilisateur. Et donc là, l'objectif, c'est bien, non pas d'empêcher la profession de fonctionner, mais au contraire de lui donner un cadre et des règles du jeu qui soient claires et pour que derrière, il puisse y avoir des services innovants et il puisse y avoir des services qui soient proposés aux personnes. Olivier Forêt, donc DPO de ce local, ce contexte juridique, là, c'est vrai qu'il a pas mal évolué là, depuis 2018. Comment les expats jaunes, enfin qui existent toujours, mais c'est l'entité ce local maintenant, appréhendent cela, racontez-nous. Bonjour, d'abord merci pour votre invitation. Écoutez, moi, en juriste et en tant que DPO, je vais vous apporter une réponse nuancée. Je pense que le côté frein à l'innovation, comment est-ce qu'on appréhende ces problématiques, tient plus du contexte. Comme l'évoquait M. Eslot à l'instant, on est à un carrefour où on a redistribué les cartes récemment. Pardon pour ces détails juridiques, mais qui, je pense, ont leur importance. On parle beaucoup de RGPD, mais ce n'est pas le texte qui est le principal concerné. Aujourd'hui, la collecte des données via cookies ou autres traceurs trouve sa source dans une directive qui s'appelle e-privacy, qui date de 2002, qui a été revue en 2009 et qui a fait l'objet d'une interprétation, d'une recommandation de la CNIL en 2013, qui avait pour vocation à expliquer aux acteurs comment on fait dans l'univers web pour recueillir ce consentement. La règle, c'est que quand on collecte des données par cookies et autres traceurs, sauf exception, il faut le consentement des personnes concernées. Et donc, cette recommandation de 2013 avait pour but d'expliquer et de mettre de la pédagogie pour expliquer aux acteurs comment, en pratique, récupérer ce consentement. C'est les fameux bandeaux cookies que tout le monde connaît aujourd'hui. Entre-temps, il y a eu pas mal d'évolutions. Il y a eu le RGPD, alors qui n'est pas le texte de e-privacy, mais le RGPD a apporté une définition nouvelle du consentement, un peu plus, disons, sous stéroïde. Maintenant, on sait que le consentement, il faut qu'il soit libre, spécifique, éclairé, univoque, etc. etc. Et encore un peu après, la recommandation de 2013 de la CNIL a du coup été abrogée, et c'était les fameux travaux dont parlait M. Eslot à l'instant, qui visent à définir le cadre de demain. Et donc, du coup, le début de ma réponse, pour vous dire que je suis mitigé et en quoi ça peut être un éventuel frein, c'est qu'aujourd'hui, les cartes sont en train d'être redistribuées et le droit est en train de se construire. On a appris le changement de doctrine sur les données de géolocalisation par le biais des mises en demeure qui ont été rendues publiquement. Et puis, on est dans l'attente de ce nouveau cadre qui va arriver pour définir les nouvelles modalités pratiques qui devraient arriver d'ici fin d'année, début d'année prochaine. Et puis, il y a encore une autre variable dans l'équation, qui est la directive e-privacy à l'origine de tout, qui est en train d'être discutée au niveau européen pour se transformer en un règlement sur lequel on n'a pas de visibilité parce qu'il n'est pas encore négocié. Et donc, du coup, ça fait quand même beaucoup de variables dans cette équation qui fait que en termes de visibilité, prévisibilité juridique, il faut quand même être un petit peu aguerri pour savoir où on met les pieds et comment est-ce qu'on travaille. Et par contre, le second volet de ma réponse sur comment est-ce qu'on peut l'appréhender et comment est-ce que, à titre personnel et chez Solocal, on pense que c'est pas un frein à l'innovation, au contraire, on peut capitaliser dessus, c'est que on voit que le sens de la réglementation est de donner plus de droits aux individus sur leurs données. Il faut leur donner les moyens de se positionner, il faut qu'ils donnent un consentement éclairé. On pense que c'est une chance, parce qu'il y a un sondage IFOP qui date de, je crois, avril ou mars 2019, où on a appris que 70% des Français étaient plus conscients et plus investis dans l'usage et la protection des données à caractère personnel les concernant. Eh ben, c'est une chance, parce qu'on a la possibilité de parler à nos utilisateurs
de sujets qui les concernent et qui nous concernent aussi. Donc on peut leur expliquer pourquoi permettre aux acteurs économiques de traiter leurs données à caractère personnel peut être générateur de valeur pour eux et pour les acteurs. Avec leur consentement, s'ils sont d'accord, c'est grâce à ces données à caractère personnel que les acteurs auront la possibilité de proposer des services plus personnalisés qui ressembleront plus à l'usage des utilisateurs. C'est aussi grâce à ça qu'on sera capable et qu'on est capable de faire de la publicité qui est personnalisée, qui est plus susceptible d'intéresser. Et du coup, quand on dit que si on est capable d'avoir ce dialogue avec les utilisateurs concernés, on est capable de générer de la confiance. Oui. Et en générant de la confiance, je pense que c'est un super axe gagnant-gagnant. Expliquer aux personnes concernées pourquoi est-ce qu'ils peuvent avoir un intérêt à nous confier leurs données à caractère personnel pour nous permettre derrière de permettre aux acteurs de générer de la valeur. Et donc du coup, le leitmotiv chez Solocal, c'est « Privacy is good for business ». Très bien. Alors même si vous relevez quand même vous-même dans votre propos que voilà, Olivier, on est sur un cadre, on va dire, alors flou, je sais pas, mais mouvant, encore instable. Est-ce que ça échaude les investisseurs que vous représentez, donc Chloé, chez Idinvest, voilà, en tant qu'investisseur, est-ce que vous vous dites tiens, nous, tout ce qui est AdTech, MarTech, etc., on lève le pied tant que ce cadre n'est pas précisé là. Donc notre angle... Le micro bien près de la bouche. Normalement, il marche. donc notre angle est assez spécifique parce que on investit dans des startups. Comme un cornet de glace, vraiment sur la bouche. Okay. Ouais. Merci. Donc, notre angle est assez spécifique, donc on investit dans des startups. Donc notre métier, c'est de financer de très bonnes équipes qui cherchent à innover sur des marchés gros et en croissance. Donc il y a beaucoup de risques liés à ce métier, des risques opérationnels, des risques d'équipe, des risques technologiques. Et après, donc on est pragmatique. Nous, on peut travailler sur n'importe quel secteur. En revanche, quand le risque réglementaire s'ajoute, ça devient un peu compliqué. Notamment parce que donc, nous, on intervient au début du développement d'une société, donc on peut se poser plein de questions. Est-ce que dans 1 an, 2 ans, le modèle pourra toujours fonctionner sur un plan réglementaire? Mais aussi, on doit se projeter encore plus loin parce que nos fonds ont une durée de vie de 10, 12 ans. Et donc, à la fin, il faut vendre ces sociétés ou alors soit les faire rentrer en bourse. Les exits, ouais. Et s'il n'y a pas de perspective d'exit, bah, compliqué, quoi. On ne met pas d'argent. C'est compliqué. Ouais. Et en fait, ce risque réglementaire est mal vécu côté investisseur, mais c'est complètement partagé en fait côté acquéreur aussi. Là, on l'a vu, nous, on échange régulièrement avec des banquiers d'affaires. Il y a la moitié des banquiers d'affaires qui nous disent que déjà des deals ont été déclinés pour des raisons de risque liés aux données. Donc c'est-à-dire des boîtes du secteur, des startups du secteur de la place je sais pas, parisienne ou londonienne ou autre, qui devaient se faire racheter, et post-RGPD, de l'application qui en a été faite par les autorités locales, on a dit en fait non, on ne les rachète pas, c'est ça? Les acteurs potentiels comme les investisseurs ont besoin de se projeter, et s'il y a un risque lié aux données, un risque réglementaire, on ne peut plus. Donc c'est ça qui bloque un peu le secteur. Après, nous, on n'est pas du tout focalisé sur tel ou tel marché, on s'adapte. Le problème, c'est qu'en parallèle, on ne voit pas spécialement le marché de la privacy se développer. Parce qu'en soi, on pourrait se dire, bon, bah là, le marché de l'EdTech ou du MarTech est condamné, mais c'est pas grave, il y a des opportunités à chercher ailleurs sur tous les logiciels. Ils sont opportunistes, les investisseurs. Mais c'est pas grave, on va se refaire sur la privacy. Et en fait, non, pas encore. Mais en fait, le problème, c'est qu'on constate que les sociétés, il y a donc tous les nouveaux éditeurs qui essaient de créer des logiciels pour aider à l'implémentation de la RGPD ou travailler sur le chiffrement des données, donc offrir plus de solutions pour protéger l'utilisateur final. Les marchés décollent pas non plus parce que la demande n'est pas si présente pour les mêmes raisons en fait d'instabilité. Les acteurs de la santé, tous ceux qui ont à gérer des données personnelles ne savent pas exactement ce qu'ils ont besoin de faire vraiment à très court terme. Et donc finalement, c'est un flou qui est partagé de tous les côtés. Et même, je pense, même côté société AdTech et MarTech, je pense que sur ces 3-4 dernières années, énormément de sociétés ont fait, donc la majeure partie des sociétés, je pense, ont fait beaucoup d'efforts pour être compliant avec la RGPD. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que ça ne suffit pas. Il y a peut-être une part d'irrationnel, je ne sais pas. Mais on pense tous que même s'ils sont compliant avec la RGPD aujourd'hui, elle peut bouger. Parce que le problème, c'est qu'il y a énormément de contradictions à l'échelle européenne, aux échelles internationales.
Et c'est pas tant des contradictions, mais aussi beaucoup de réglementations qui sont encore en cours de développement. Et donc, c'est assez frustrant, je pense, pour les sociétés AdTech, MarTech, enfin, toutes celles qui utilisent des données personnelles, parce que investisseurs et hackers vont toujours leur répondre « oui, mais peut-être que demain, ce sera plus autorisé ». Et donc c'est un problème. Et après, je comprends complètement ce mouvement de fond qui est la vision de la RGPD, et ça correspond aussi à une demande de fond du côté des utilisateurs. On va y revenir effectivement, mais là vous touchez un vrai point sur, on peut vous relancer là-dessus, Armand Hello, donc de la CNIL, quand oui, Chloé note que ça devait être un texte, enfin c'est un texte, oui c'est un règlement, donc homogène, etc., qui s'impose à tous, même aux acteurs étrangers, mais qui opèrent en Europe, ça on l'a bien compris, sauf que les applications se font localement par les autorités comme la vôtre. Donc on a vu qu'au UK, en Espagne, etc., on ne disait pas la même chose qu'en France. Alors, l'explication elle est relativement simple. Effectivement, le RGPD, c'est un texte européen, c'est un règlement, donc il est d'application directe. L'objectif, c'était d'avoir un continent et un seul texte. Par contre, comme l'a bien rappelé M. Forel, là, sur les sujets qui nous intéressent, on a deux textes. On a le RGPD qui va concerner les traitements de données à caractère personnel, et ensuite on a e-privacy qui là concerne la confidentialité des communications électroniques, et un deuxième volet qui est l'intégrité du terminal. Ce deuxième texte, pour l'instant, c'est encore une directive. Cette directive donc, date de 2009, elle a été transposée en France en 2011, et donc la CNIL, le régulateur national, travaille justement à avoir une recommandation qui soit en phase avec le RGPD et la directive, et donc la loi française. Par contre, effectivement, dans les autres pays européens, le régulateur national, il s'appuie sur la déclinaison locale de la réglementation. Et typiquement, l'ensemble des CNIL européennes sont réunies au sein du CEPD, le Comité européen de la protection des données, qui est, on va dire, un super régulateur, enfin plutôt qui est le régulateur des régulateurs, c'est-à-dire que c'est une instance de décision partagée où on prend un certain nombre de décisions sur la manière dont on va appliquer les textes, et ensuite ces décisions, logiquement, s'imposent derrière aux CNIL européennes. Et ce CEPD, justement, n'a pas de compétences exclusives sur e-privacy. Parce que ce texte est une directive, ce texte est transposé différemment en Europe, et il faut savoir que ce même texte européen, donc en France, la CNIL est chargée d'appliquer, dans certains pays européens, ce n'est pas l'autorité de protection des données locales qui va l'appliquer, mais dans certains cas, ça va être l'ARCEP local, ou dans d'autres cas, ça va être la DGCCRF locale. Donc du coup, on voit bien que là, on n'est pas dans la logique du règlement, on est dans une logique qui est différente, et où on remet dans l'équation un paramètre qui est lié au cadre national. Et donc forcément, on a des applications qui vont varier en fonction des pays. Voilà. C'est bien pour ça que en janvier 2017, si ma mémoire est bonne, la Commission européenne a proposé un projet de règlement e-privacy qui justement remet tout le bloc e-privacy, donc confidentialité des communications et intégrité du terminal, sur, on va dire, un pied d'égalité avec le règlement, en basculant ça sur un règlement donc, qui serait d'application immédiate, en basculant la compétence sur l'aspect protection des données et intégrité du terminal, en donnant une compétence exclusive aux autorités de protection des données, en refaisant aussi basculer les mécanismes, les embryons de mécanismes qui pouvaient exister dans la directive, donc de coopération entre les autorités de protection des données, en l'alignant avec celle du RGPD, pour justement qu'on ait un bloc de réglementation qui soit parfaitement homogène, qui s'applique partout de la même manière, et avec une seule typologie d'autorité qui soit là pour réguler les mêmes types d'objets. Mais aujourd'hui, ça, on ne l'a pas. Et donc, forcément, effectivement, on peut avoir des disparités nationales. Voilà. Si on revient une seconde sur les sanctions, là, vous évoquiez donc Google qui s'est fait taper sur les doigts, mais bon, on sait que malheureusement, heureusement pour eux, je ne sais pas, ça leur fait pas grand-chose, soit, donc ça les chatouille à peine. Quand vous revenez sur les 4 mises en demeure de start-up donc françaises, Timo, FeedsUp, SingleSpot ou Vectory, ça a coûté très cher pour eux, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'effectifs aussi. Hein. Ils ont dû réduire la voilure. Je crois que c'est une centaine de jobs qui ont été supprimés là, comme ça, en quelques mois. Encore une fois, là, vous dites non, mais ça a fait jurisprudence. Disons qu'il y avait ce qu'a jugé la présidente de la CNIL et le bureau qui a décidé de la publicité de la sanction, c'est qu'effectivement, il y avait un certain nombre de manquements, que ces manquements étaient significatifs, et que, vu la volumétrie des données concernées, cela justifiait le fait de faire une mise en demeure publique. Donc
Donc ça, c'est un choix qui a été fait, qui a été assumé par la présidente de faire une mise en demeure et par le bureau de la CNIL de prononcer la publicité de la mise en demeure. Voilà, ça c'est un choix du régulateur. Ça a été dit tout à l'heure, le régulateur il a un certain nombre d'outils, on va dire de leviers à sa disposition pour faire bouger les pratiques des entreprises, pour les aligner avec la réglementation. Il y a une décision récente du Conseil d'État justement sur un contentieux, un recours contre nos lignes directrices de l'été dernier où voilà, on nous a reproché d'avoir prévu une période d'adaptation pendant laquelle on allait se focaliser plutôt sur certains types de manquements plutôt que d'autres. Quand un régulateur fait des choix et des choix de régulation, et des choix forts, ces choix effectivement ils vont avoir des impacts forcément. Ils peuvent et ils vont être remis en question. Et puis de toute façon au-dessus de nous, voilà, on a le Conseil d'État qui est notre Cour suprême et qui peut être amené à remettre en question les décisions qui auront été prises. Là en l'occurrence, ce qui a été jugé à l'époque, c'est qu'effectivement le meilleur moyen d'initier un changement sur le marché et également d'assumer une certaine transparence par rapport aux personnes qui étaient concernées par les traitements de données en question, c'était de faire des mises en demeure publiques. Pour le coup, effectivement, la CNIL est parfaitement consciente. C'est pas le premier cas de mise en demeure qui ne sont pas des sanctions ou pour le coup de sanctions... Public, c'est rare quand même. Vous vouliez vraiment envoyer un message à tout la tech, et à Martech, etc. Il y a eu un certain nombre de... Il y a déjà eu par le passé tout un tas d'autres sanctions de mise en demeure publique qui visaient justement soit à alerter sur voilà, des manquements qui étaient réalisés par des entreprises spécifiques, ou bien justement pour bien expliquer sur certains points qu'il y avait un certain nombre de choses, de pratiques qui n'allaient pas et qui étaient peut-être adoptées par l'ensemble du marché. Lorsque vous regardez les décisions de publicité et des sanctions, c'est systématiquement justifié. Un régulateur est obligé de se justifier en permanence. Dès qu'on prend une décision, on doit expliquer pourquoi on le fait, on doit l'écrire, et derrière, on va être comptable de cette décision-là. Donc effectivement, cette décision a été prise. La CNIL a un certain nombre de leviers, d'outils pour faire bouger les lignes lorsqu'elle considère qu'il y a des choses qui doivent changer. Et effectivement, pour le coup, on ne s'interdit rien en termes de levier de régulation. Et derrière, on essaye effectivement d'adapter pour que ce qu'on fait soit le plus adapté à la situation, sachant que notre objectif, l'objectif de la CNIL, c'est pas de mettre à bas des entreprises, c'est pas de mettre des gens au chômage, c'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est que, encore une fois, l'innovation puisse avoir lieu et se concilier avec la protection des données. Sauf que le résultat, c'est certains vous diront, alors on avait des pépites, des futures pépites, etc., et qu'on les a tuées dans l'œuf, quoi. Alors, pour le coup, à partir du moment où la pépite, on va dire, c'est construit sur un business model qui ne respecte pas les droits et libertés fondamentaux des personnes, c'est qu'il y a quand même un problème. Et c'est que du coup, il faut revoir ce business model pour le mettre en conformité avec la réglementation. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait. Il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler. Moi, je suis rentré pour la première fois à la CNIL en 2010. Quand je suis rentré à la CNIL en 2010, c'était une autre ère, c'était la directive de 1995. Et à cette époque-là, tous les traitements de données à caractère personnel étaient soumis à déclaration. Donc vous étiez une petite entreprise, vous aviez le fichier de vos clients, même si vous étiez un plombier, potentiellement, vous deviez faire une déclaration à la CNIL et dire voilà, moi je déclare mon fichier, je traite telle et telle donnée. Et à la CNIL, on les regardait ces déclarations. Il y avait un certain nombre de personnes qui analysaient ces déclarations pour voir si tout allait bien. Et si tout allait bien, on envoyait un récépissé aux entreprises. Lorsque le RGPD, les négociations sur le RGPD ont commencé, il y a eu un message qui a été unanime de la part des entreprises qui était « laissez-nous faire ». Arrêtez de faire de la régulation a priori, il faut basculer sur un modèle de régulation a posteriori. Il faut faire de l'accountability. Il faut laisser les entreprises mettre en place leurs pratiques. Elles seront assez grandes pour savoir qu'est-ce qu'elles doivent faire. Elles seront autonomes, elles se feront aider, conseiller, etc. Et derrière, ce qu'elles feront, elles seront comptables de ce qu'elles mettent en place. Et c'est justement un des axes forts du RGPD qui a, à part certains cas très spécifiques, qui en gros a complètement balayer les déclarations préalables, les demandes d'autorisation, donc sauf encore une fois pour vraiment des cas très très spécifiques, pour dire maintenant il n'y a plus de régulation a priori, maintenant c'est les entreprises qui sont autonomes, qui décident de ce qu'elles font, et derrière par contre elles vont être comptables de ce qu'elles font. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire que quand on a la accountability, quand on a l'autonomie, quand on s'est débarrassé de toute la partie régulation a priori, eh bien qu'est-ce qui reste? Alors il reste, et ça pour le coup la CNIL l'assume parfaitement, un régulateur quand même qui accompagne vers la conformité. On a une énorme activité chez nous, ce qu'on dit depuis un moment, donc la première jambe de la CNIL qui est l'accompagnement des entreprises.
Mais ensuite, quand les entreprises ne sont pas conformes à la réglementation, il y a la deuxième jambe qui est la jambe répressive. Les JR, donc du coup, comment vous regardez ça chez Idinvest là, est-ce que, encore une fois, vous attendez que le cadre soit précisé pour vous, là, sur le secteur, en tant qu'investisseur, c'est trop Nous, tôt? après, tous les investisseurs vraiment partagent cet avis actuellement. C'est un secteur où on n'investit plus, sauf exception. Tant que le cadre réglementaire, à minima à l'échelle européenne, n'est pas aligné, on ne peut pas créer du coup de nouveaux géants un minimum européen ou mondial. Là, ce qui est sûr, c'est que nous, on a financé notamment Criteo dès l'amorçage. Ce qui est sûr, c'est que dans le contexte réglementaire actuel, on ne pourrait plus financer un Criteo. Mais après, c'est pas. Donc là, pour l'instant, c'est sans doute une fenêtre seulement qui est limitée. Là, de ce que je comprends, espérons qu'elle se la referme le plus vite réglementation. possible, alors, ouais. Oui, ouais, c'est sûr. Après, moi, je comprends complètement l'objectif de tout ça, mais il faut bien comprendre que tant qu'il n'y a pas un message unifié, clair et stable, surtout, à l'échelle européenne, on ne peut pas, en tant qu'investisseur en capital risque, financer des sociétés technologiques à vocation mondiale sur ce secteur. Et ce qui est dommage encore, je le répète, parce qu'on ne fait pas que du marketing ou de la pub, c'est que pareil, dans ce contexte, je ne vois pas de géants de l'iPrivacy émerger, parce qu'ils n'auront pas non plus ce facteur déclencheur qui permettra de propulser leur marché. Olivier Girard, et pour autant, donc vous, Olivier Forêt, pardon, chez ce local, vous nous dites c'est bon pour le business, malgré tout, chez nous. On pense que ça peut être bon pour le business, voilà, à condition rien, de faire les choses correctement. Et du coup, un mot, parce que je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit, parce qu'en substance, c'était la même chose par Chloé à l'instant. Tout est une question de contexte, à mon avis. Si on remet les choses en perspective, au moment de cette vague de mise en demeure des acteurs du géomarketing start-up, les pratiques en la matière et en matière de protection des données dans l'univers mobile étaient extrêmement hétérogènes. On connaissait le cadre juridique qui s'appliquait avec la directive e-privacy. On avait la recommandation de la CNIL de 2013 qui nous expliquait comment faire pour recueillir un consentement. Mais en pratique, ces bandeaux cookies, on les retrouvait bien souvent dans l'univers browsing et pas tellement dans l'univers applicatif. Et donc du coup, il a fallu faire une analogie pour se dire je collecte aussi des données dans mon univers applicatif, la réglementation s'impose à moi, je vais faire une analogie pour voir comment est-ce que je peux essayer de récupérer un consentement de façon viable dans l'univers applicatif. Vu que la recommandation de 2013 était très générale et s'appliquait de façon très majoritaire à l'univers browsing, il a fallu construire ces parcours-là. Malheureusement, pour ces acteurs qui ont été mis en demeure et qui en ont subi les conséquences, on a appris au fil des précisions de la doctrine de la CNIL que quand il est question de données de géolocalisation qui sont considérées comme étant hautement personnelles, le régime qui s'appliquait jusqu'à présent, donc le régime de la recommandation de 2013, à savoir un consentement mou, on pouvait déduire le consentement de la poursuite de la navigation des internautes, n'était pas possible. On est passé du soft au hard opt-in. On a compris ça avec ces mises en demeure. Mais ça peut encore changer. Ça n'a pas encore changé, mais c'est en train... En assouplissant. Exactement, mais c'est en train de changer. Et l'abrogation de ces lignes directrices qui vont se transformer en nouvelles lignes directrices dans les semaines qui viennent ont justement pour but de clarifier ce mode opératoire, ce mode de fonctionnement. Et dans le cadre des discussions qu'évoquait Armand Eslot tout à l'heure, l'interprofession y a participé activement et à aller jusqu'à faire une proposition concrète de parcours de consentement, donc une CMP, une Concept Management Platform. Comment est-ce qu'on pourrait délivrer un message à un internaute pour le faire consentir de façon libre, spécifique, éclairée? Ce n'est pas une proposition hors sol, déconnectée de la réalité de la réglementation, parce qu'elle a été créée par des professionnels du droit et beaucoup de DPO. Et donc, on a réussi à arriver à un consensus d'abord au niveau de l'interprofession pour le proposer à la CNIL. Donc la CNIL a cette proposition sur son bureau et bien entendu que l'objectif dans les semaines qui viennent, c'est d'avoir une vision parfaitement limpide de comment est-ce qu'on est capable de récupérer un consentement de façon viable et du coup générer de la confiance, mais du coup de la confiance pour les acteurs, pour les utilisateurs finaux et éventuellement aussi, j'ai l'impression, pour les fonds d'investissement puisqu'on saura comment faire.
Donc du coup, à la CNIL, vous avez entendu le message, la recommandation est sur le bureau. La tendance est clairement à la souplesse, à court terme. À ce stade, je ne me prononcerai pas puisque de toute façon, voilà, on travaille sans déflorer là, ce que vous allez dire le 9 décembre, mais on travaille sur un projet de recommandation qui sera présenté au Collège des commissaires en fin d'année, qui fera l'objet d'une consultation publique. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'effectivement, ce projet de recommandation, il est élaboré suite à une phase de concertation avec l'ensemble de l'écosystème publicitaire, qui ont présenté un certain nombre d'arguments, qui ont présenté leur point de vue, qui ont un certain nombre d'attentes, notamment sécurité juridique, ce qui est tout à fait entendable et ce à quoi la CNIL doit répondre. Ensuite, derrière, il y a les textes qui sont là, qui n'ont pas bougé, en tout cas depuis le 25 mai, qui sont toujours applicables, qu'on se doit de faire appliquer. Et du coup, effectivement, on va prendre en compte la proposition qui a été faite par l'ensemble des associations au niveau de cette CMP et voir effectivement comment est-ce que cela répond ou pas aux besoins et retranscrire ça dans une recommandation dont l'objectif sera de décrire concrètement comment est-ce qu'un consentement peut être recueilli conformément à la réglementation. Donc dans un objectif de sécurité juridique et également, sachant que c'est un autre mode d'accompagnement du régulateur, où là, effectivement, on accompagne vers la conformité en venant expliquer aux acteurs, voilà ce que vous devez faire, voilà quelles sont les bonnes pratiques. Si vous voulez mettre en place des pratiques respectueuses de la vie privée, voilà ce que vous devez faire. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on devrait finaliser d'ici la fin de l'année. Et donc, il y aura aussi une phase de concertation, de consultation publique, pendant laquelle n'importe qui pourra répondre, que ce soit une organisation professionnelle, une start-up ou même des particuliers, pour faire un certain nombre d'observations. Et on prendra en compte toutes les remarques, tous les retours qu'on aura de cette consultation publique pour élaborer une recommandation finalisée qui devrait sortir fin du premier trimestre 2020, très probablement. Parfait, Armand. Le mot de la fin, Olivier? Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, parce que la proposition qui a été formulée, pour avoir participé aux travaux, je peux vous le dire, c'est pas une proposition souple. Vous évoquiez tout à l'heure, dans une de vos questions, la disparité des modèles présentés par les différentes autorités de protection des données européennes. L'autorité espagnole, l'AEPD, a proposé une approche résolument souple, puisqu'elle reste sur la conception d'un consentement mou. La proposition qui a été faite dans le cadre de ces échanges n'est pas une proposition souple, mais une proposition forte, parce qu'elle correspond à l'ensemble du droit positif applicable, et y compris aux lignes directrices de l'été dernier publiées par la CNIL. Donc on n'est pas. C'est-à-dire concrètement? C'est-à-dire que la proposition consiste à abandonner le régime du soft opt-in. On est tous conscients autour de la table qu'il y a un pas à faire pour être plus vertueux et plus respectueux des droits des personnes. Mais par contre, selon certaines modalités qu'on a mis sur la table de la CNIL, et donc du coup, on ne peut pas vraiment, à mon sens, parler de proposition souple parce qu'elle respecte le droit positif actuel, mais plutôt d'une proposition forte dans le sens où elle est lourde de sens et d'engagement. Merci à tous les trois, Olivier, Armand et Chloé, d'avoir été avec nous cet après-midi donc pour parler d'e-privacy et de RGPD. Vos retours, merci.